Le 21 avril 2020, breaking news, les prix du pétrole sont passés en territoire négatif. On est tombé à moins 41 $ pour un baril vendu à Cushing, en Oklahoma. Au moment où j'écris cette vidéo, le baril est remonté à 14 $, mais il n'empêche que la question se pose. Mais bordel, qu'est-ce que c'est que cette connerie de prix négatif? Ah bah tu vois, ça je l'aurais pas formulé différemment. Il y a clairement deux volets à cette histoire, une partie physique et une partie spéculative. Une partie physique? Et oui, il y a deux marchés du pétrole. D'abord, il y a le marché physique, on dit aussi le marché spot, le lieu où le pétrole est extrait et où les bateaux, trains et camions viennent le chercher. Comme il y a plein d'endroits dans le monde où on extrait du pétrole, et qu'en plus, en fonction du lieu d'extraction, la qualité du pétrole n'est pas la même, eh bien, il y a plein de prix du pétrole différents. Si tu veux en voir la liste, tu peux aller sur ce site. D'accord, finalement c'est assez logique. Si je me pointe en Arabie Saoudite avec mon bateau, le mec va pas me faire le même prix que si je me pointe en plein milieu de la pampa américaine. Voilà, il n'y a pas de marché unifié du pétrole, il y a des lieux différents où on vend des pétroles différents et à chaque endroit correspond son prix. Mais pourtant c'est bizarre parce qu'on parle quand même bien souvent du prix du pétrole. Oui, c'est clairement pas pour rien, mais on va y arriver. Sur ces multiples lieux d'échange physique du pétrole n'interviennent que des industriels. Il y a ceux qui sont capables d'extraire du pétrole, les offreurs, et ceux qui en ont besoin pour derrière le raffiner et en faire de l'essence, du gasoil, du kérosène, du fioul, etc., les demandeurs. Mais il existe d'autres marchés du pétrole, qu'on appelle des marchés à terme ou marchés futurs. A priori, chaque marché physique de pétrole pourrait posséder son propre marché à terme, mais pour des raisons historiques et techniques, les deux énormes hubs financiers de la planète que sont Londres et New York ont choisi comme référence respectivement le pétrole de la plateforme pétrolière Brent en mer du Nord, seul endroit en Europe où on a du pétrole, et le pétrole qui s'échange à Cushing, Oklahoma, autrefois l'un des plus gros puits de pétrole aux États-Unis et aujourd'hui toujours un hub énorme avec de nombreux pipelines qui arrivent là. Hop 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 là mec, c'est bien joli tout ce que tu me racontes, mais c'est quoi un marché à terme? Un marché à terme, c'est un marché financier, un marché informatisé, un peu comme un site internet, auquel tout le monde peut se connecter et où tout le monde peut vendre du pétrole sans en avoir, donc sans avoir besoin de le livrer, et en acheter sans en avoir besoin, donc sans aller en prendre livraison. Ah d'accord, donc en fait sur les marchés financiers à terme, on vend et on achète des barils de pétrole qui proviennent des points de vente physiques qu'on a mentionnés. Voilà. Mais pourquoi du coup on appelle ça des marchés à terme? Et comment c'est possible d'acheter du pétrole si on n'en veut pas, ou d'en vendre si on n'en a pas? Parce que l'idée des marchés à terme, c'est de signer un contrat d'échange aujourd'hui, avec un prix clairement défini, mais avec une livraison décalée dans le temps. Par exemple, livraison dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Mais si je signe un contrat pour acheter du pétrole dans 1 mois, bah du coup il faudra bien que j'aille le chercher dans 1 mois ce pétrole. Ok, prenons un exemple et ce sera plus clair. Je suis producteur de pétrole. Je sais que dans 1 mois, des barils sortiront de mon puits. Je me propose donc de vendre à terme, dans 1 mois, du pétrole. Mais alors attends, pourquoi tu voudrais faire ça? Pourquoi t'attendrais pas que les barils soient effectivement sortis de ton puits pour vendre ton pétrole sur le marché physique? Parce que dans 1 mois, je ne sais pas quel sera le prix du pétrole sur mon marché physique. Aujourd'hui, je sais que sur le marché à terme, à échéance 1 mois, et connecté à mon marché physique, le baril s'échange pour, mettons, 30 $. Et du coup, j'aimerais bien sécuriser ce prix-là. Ah ouais, ok, ça enlève l'incertitude du prix de vente. D'accord. C'est comme une assurance, quoi. Voilà, bon, et alors, admettons que ce soit toi qui réponde à ma proposition de vente. Sauf que toi, t'es un spéculateur, tu bosses à Londres, à Genève ou à New York, et t'as absolument pas l'intention de prendre livraison de mes barils. 1 mois passe, et vient le moment de venir chercher les barils et de payer 30 $. Bon, le truc est automatisé, et du coup, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais enfin, l'idée reste à peu près la même. Tu vas m'appeler en me disant, désolé, je peux pas venir chercher les barils, je suis à New York, par contre, dites-moi quel est le prix de vente sur votre marché physique, et on va s'arranger. Si le prix de vente sur le marché physique est de 25 $, tu vas me demander de vendre mes barils à ce prix-là, et puis tu vas me donner 5 $ en plus par baril. Comme ça, c'est comme si tu les avais vendus à 30 $. Exactement. Par contre, si le prix sur le marché physique est de 35 $ par exemple, alors je vais vendre mes barils à ce prix-là, et c'est moi qui vais te transférer 5 $ par baril. Pour respecter le contrat passé qui mentionnait un prix de 30 $ par baril. Non, c'est logique. Et tout le monde est content. Ok, donc toi, ça te permet d'avoir une certitude quant à ton prix de vente, et moi, ça me permet de parier sur les variations du prix du pétrole. Voilà, alors évidemment, ici on est parti du principe que le vendeur était un vrai vendeur, l'offre était réelle, et l'acheteur un faux acheteur, la demande était spéculative. Mais on peut être dans une situation vrai-vrai, faux-vrai, ou même faux-faux. Alors, un vrai faux passeport, c'est un vrai passeport avec un faux nom. Un faux vrai passeport, c'est un faux passeport avec un vrai nom. D'accord. Il y a aussi le faux-faux, qui est un faux passeport avec un faux nom, et le vrai-vrai, qui est un vrai avec un vrai nom. D'accord, tu sais quoi, j'ai envie de contre-attaquer avec un... Le marché à terme du pétrole, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ah, bien vu celle-là. Alors maintenant, dernier aspect, quand un acheteur se pointe sur un marché physique quelconque et qu'il se retrouve face à un producteur de pétrole, comment est-ce que les deux compères font pour déterminer le prix de vente? Eh ben quoi, ils font l'état des lieux de l'offre et de la demande.
Bah ouais, mais t'es marrant toi, ça veut dire quoi l'offre et la demande? Le pétrole est produit en continu, comment est-ce que tu constates l'offre à un instant T? Ah oui, j'avais jamais pensé à ça. Eh ben tu peux pas vraiment, et puis de toute manière, la demande c'est pareil, il y a des bateaux qui arrivent un peu tous les jours, on peut pas réellement constater quel est l'état de la demande. Alors comment on fait pour négocier un prix? Eh ben on regarde le prix du marché à terme le plus pertinent. Soit c'est le vrai marché à terme associé au marché physique en question, genre le prix spot du WTI est fixé en fonction du marché à terme WTI, soit c'est un truc comparable. Par exemple, il n'y a pas de marché à terme associé au marché physique de Trifouilly-les-Oies. Mais le pétrole qui s'y vend est d'une qualité 20% moins bonne que le WTI. Donc, on peut quand même se servir du marché à terme WTI comme d'une référence. Et c'est pour ça qu'on parle du prix du pétrole, comme si c'était un truc unifié. Parce qu'il y a quelques gros marchés à terme, WTI et le Brent, qui influencent les prix de tous les marchés physiques. Alors oui, mais attends là, parce que sur les marchés à terme, on est supposé prendre des paris en fonction de l'état des lieux de l'offre et de la demande sur les marchés physiques. Sauf que c'est pas possible d'en faire l'état des lieux parce que c'est un truc continu. Mais donc du coup, le prix du pétrole physique s'inspire du marché à terme. Sauf que sur les marchés à terme, on sait jamais si l'offre et la demande est réelle ou spéculative. Là, ça devient vraiment le bordel. Voilà, donc tu comprends pourquoi le prix du pétrole, c'est un vrai merdier à démêler. C'est très difficile d'avoir un état des lieux correct de l'offre et de la demande réelle. Et les marchés à terme qui influencent grandement les prix sur les marchés physiques sont blindés de spéculateurs. Du coup, quand il se passe un truc, on a parfois du mal à s'y retrouver entre causes et conséquences. Putain, le mal de crâne. Bon alors maintenant que tu sais tout ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire de prix négatif? Élément numéro 1, la crise du Covid fait que la demande de pétrole est très faible. On a déjà parlé dans cette vidéo, l'économie a besoin de pétrole pour fonctionner. Quand l'économie fonctionne moins, on a moins besoin de pétrole. Donc ça forcément, ça fait baisser le prix du pétrole. Élément numéro 2, la grande majorité des producteurs de pétrole ne sont pas des entreprises privées qui veulent faire un maximum de profit. Ce sont des entreprises gouvernementales funambules qui sont tiraillées entre volonté de faire des profits et enjeux géopolitiques, et dont les plus grosses se trouvent notamment en Arabie Saoudite et en Russie. Russes et Saoudiens n'avaient pas réussi à se mettre d'accord fin mars 2020 sur un ralentissement de leur production, pour essayer de faire remonter un peu les prix. Ouais, t'en as parlé dans la vidéo, c'est en partie pour ça que le pétrole s'était déjà bien pété la gueule à ce moment-là. Mais le 10 avril dernier, Russes et Saoudiens ont enfin trouvé un accord. Ils vont un peu fermer leur robinet, chacun de leur côté. Ah, cool! Mais donc du coup, le prix du baril devrait remonter. J'y comprends plus rien là. Et oui, c'est sûrement ça que se sont dit des spéculateurs avec des gros moyens financiers. Ils ont pris des positions acheteuses, donc faux demandeurs, sur l'un des plus gros marchés à terme, celui du WTI. Et attention, quand je dis gros moyens financiers, c'est pas parce que ce sont des Warren Buffett ou autres Bernard Arnault derrière. Non, non, ce sont des fonds qui collectent l'épargne des classes moyennes et supérieures, des monsieur et madame tout le monde qui ont un peu de sous de côté et qui ont choisi d'investir en bourse. Ce sont individuellement de petits ruisseaux, mais ils sont tellement nombreux que ça finit par faire des sommes folles. Ouais, et tout ça se retrouve entre les mains de quelques gestionnaires. Exactement. Donc on a de fortes positions spéculatives demandeuses sur le marché à terme du WTI. Et du coup, pourquoi le WTI en particulier? Eh ben parce que quand on a plein de sous, il faut aller parier sur un gros marché. Sinon, on trouve personne avec qui parier. Or là, les parieurs étaient américains, donc ils sont allés sur le WTI. Ah, pour une fois, c'est pas compliqué. Bon, mais en parallèle de ça, le ralentissement économique provoqué par le Covid continue de faire son effet. Les Russes et Saoudiens ont beau avoir annoncé qu'ils allaient ralentir les débits, ça prend du temps. Les puits de pétrole, ça s'arrête pas comme ça. Et puis, parfois, c'est pas possible de les arrêter, parce que arrêter le pompage signifierait endommager les réservoirs. Il faut pas croire qu'un puits de pétrole, c'est un genre de lac souterrain dans lequel on plante une paille. C'est plus compliqué que ça. Donc on a énormément de producteurs qui n'arrivent pas à suffisamment ralentir la production, donc qui n'arrivent pas à écouler leur production, et donc qui se mettent à stocker des barils. Sauf que les capacités de stockage ne sont pas infinies, et on en arrive à avoir des producteurs de pétrole qui sont prêts à payer pour qu'on vienne les débarrasser de ces barils qu'ils ne savent plus où mettre. Attends, si c'est juste ça l'histoire des prix négatifs, pourquoi on s'est fait chier avec toute cette histoire de marché à terme? Non, c'est pas ça toute l'histoire. Les premiers prix négatifs ont été enregistrés fin mars, dans des lieux de production relativement isolés, genre au Wyoming, sur des marchés physiques peu influents pour les grands marchés à terme. Mais quand même, ça a servi de précédent. Ah, de précédent. Donc c'est pas qu'une histoire de stockage. Le 21 avril 2020, c'est le moment où les contrats à terme sur le pétrole WTI arrivent à échéance. C'est le moment où les offreurs rencontrent les demandeurs et où on peut enfin savoir si la personne en face est un vrai acheteur ou vendeur, ou seulement un spéculateur. Et là du coup, coup de théâtre, les vendeurs sont majoritairement des producteurs de pétrole qui galèrent à écouler leur stock sur le marché physique, alors que les demandeurs sont majoritairement des spéculateurs qui voulaient parier sur la hausse des prix. Ouais, mais du coup, normalement, c'est pas un problème ça. Si je reprends ce qu'on a dit tout à l'heure, mettons que le prix initial du contrat soit 20 $, c'est à peu près ça. Ok, 20 $. Le faux acheteur dit au vendeur d'aller vendre ses barils sur le vrai marché, donc mettons à, je sais pas, 5 $ le baril, et après, le faux acheteur donne 15 $ par baril en plus au vrai vendeur. Voilà, sauf que dans ce cas, il n'y a pas assez d'acheteurs sur le marché physique.
Tout ce que je vais te raconter maintenant se passe en réalité sans que personne ne se parle ni ne se rencontre, puisque tout est informatisé. Mais en gros, l'idée est la suivante. Le vrai vendeur dit « c'est mort, viens chercher mes barils, j'ai personne à qui les vendre sur le marché physique ». Le faux acheteur répond que c'est impossible puisqu'il est assis dans un bureau à Wall Street et qu'il n'a aucun train ou camion sous la main. Résultat, le vrai vendeur dit « eh ben mon petit gars, tu vas raquer ces verres parce que moi ça me coûte une blinde de pas les vendre ces barils. Et clairement, si toi tu me les prends pas, eh ben je peux pas les vendre. » Et le faux acheteur désespéré n'a pas d'autre choix que d'obtempérer. Le prix du contrat termine à moins 41 $, ce qui signifie que l'acheteur spéculatif a payé les 20 $ définis dans le contrat, plus 41 $ de prime pour que le vendeur réel accepte de lever l'obligation de prise de livraison. Ah ouais, parce que l'acheteur est obligé de prendre livraison normalement. Ok, donc forcément, s'il n'y a pas d'acheteur sur le physique sur qui se reporter, le spéculateur se retrouve à payer le vendeur pour qu'il garde sa cargaison. Et voilà l'histoire des prix négatifs du 21 avril. Mais du coup, ça veut dire que ce sont les spéculateurs qui se sont fait niquer. C'est eux qui ont payé les vendeurs. C'est pas les vendeurs qui ont été obligés de payer les mecs qui leur ont pris leur baril. Eh ben, tu peux avoir un peu des deux. Au moment où les contrats à terme arrivent à maturité, il n'y a pas assez d'acheteurs réels à Cushing, Oklahoma pour se substituer aux acheteurs spéculatifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il n'y en a pas assez. Donc le prix du contrat à terme WTI s'effondre à moins 41 $. D'un autre côté, les quelques acheteurs qui sont présents voient le prix des contrats à terme s'effondrer et donc se font payer 41 $ pour chaque baril qu'ils chargent dans leur camion. Ah mais oui, parce que le prix des contrats à terme est la référence pour le marché physique. C'est n'importe quoi. Bon, et puis il y a un dernier aspect à mentionner. Il se peut qu'il y ait eu aussi dans le lot de vrais acheteurs, genre des raffineries qui ont l'habitude de passer commande à l'avance sur les marchés à terme, qui se sont rendus compte au dernier moment qu'en fait, à cause du manque chronique d'acheteurs de leur carburant, elles ont commandé trop de barils de pétrole. Et que du coup, elles ne peuvent pas en venir prendre livraison puisque leurs stocks sont encore remplis des barils de la dernière fois. Elles aussi se sont retrouvées dans la situation des faux acheteurs à demander une annulation de la livraison. Ah, et donc eux aussi, ils ont dû payer la méga prime comme les spéculateurs. Te voilà maintenant au clair par rapport à tout cet imbroglio. D'abord, c'est vrai qu'on est dans un contexte où l'offre est largement supérieure à la demande. Parce que comme beaucoup de monde est confiné, eh ben, on a besoin de beaucoup moins de pétrole. Et aussi que c'est pas toujours facile de physiquement fermer les robinets. Du coup, les producteurs de pétrole galèrent à stocker leurs excédents de production. Et on a déjà vu fin mars des acheteurs réels se faire payer pour débarrasser les vendeurs. Mais les prix négatifs sur le WTI sont aussi venus des spéculateurs sur les marchés à terme. Quand, dans un contexte où les vendeurs sont désespérés parce qu'il y a très peu d'acheteurs réels, on veut faire son malin en pariant sur la hausse du prix du pétrole sans être capable d'en prendre livraison et de le stocker, eh ben, on peut pas faire comme d'habitude et attendre le dernier moment pour dire aux vendeurs « Ah bah désolé, en fait on n'est pas des vrais acheteurs, vous n'avez qu'à vendre sur le marché physique ». Résultat, on se retrouve à devoir payer une prime absolument débile pour que l'obligation de prise de livraison soit annulée. Et le prix du pétrole devient négatif. Bon, mais tu peux être sûr que les spéculateurs feront pas deux fois la même erreur. Maintenant qu'ils ont pris une claque, ils devraient faire gaffe.